tous, merci de m'avoir auditionné. Je me présente, je suis Julien Bouchet, docteur en histoire, et j'ai le plaisir aujourd'hui, ce matin, de vous présenter mes résultats de travaux doctoraux qui ont porté sur l'histoire de l'enracinement de la République dans notre pays, tout simplement. Au moment de l'affaire Dreyfus, au moment de la séparation des églises et de l'État, plus spécifiquement au moment d'un ministère présidé par le petit père Combes qui a donné le nom qui figure dans le titre de ma thèse, Combisme. Alors l'objectif principal de ce travail était de montrer si les pratiques de pouvoir, si les pratiques de gouvernement mises en place par les gauches à cette époque-là ont participé à fonder de nouveau la République dans notre pays. Ça a été un argument qui a été repris tout au long du XXe siècle, surtout pour critiquer ce moment-là. Et donc, mon directeur, Mathias Bernard, m'a demandé de revenir sur ce temps du politique. Un temps du politique, vous allez le voir tout à l'heure, dans lequel se posent plusieurs questions d'aujourd'hui, notamment les questions de laïcité, bien sûr. Alors, pour commencer, j'aimerais évoquer une place chère aux Clermontois et aux Puy-d'Aumois, la place de Jaude. En mai 2010, la victoire de notre équipe de rugby a suscité plusieurs rassemblements festifs autour d'un monument à la gloire d'un protagoniste de l'Antiquité, Vercingétorix, à qui l'on a fait brandir le drapeau de l'ASM. Ce monument de Bartholdi, lieu de rencontre et lieu de mémoire, fut inauguré il y a tout juste 110 ans par le Premier ministre de l'époque, Émile Combes. Cette inauguration avait aussi donné lieu à un ensemble de rassemblements festifs. Une seule différence entre 2010 et 1903, c'était des bannières de comités républicains et quelques drapeaux rouges que l'on arborait alors. Donc sous la direction de M. Bernard, ma thèse a porté sur cette France d'il y a plus de 100 ans. Une France en République depuis 1870, année de la défaite militaire de l'empereur Napoléon III, un autre passionné de Vercingétorix, comme le montre sa longue visite de Clermont et du plateau de Gergoville lorsque Napoléon III se rend dans notre ville pour visiter, comme vous pouvez le voir sur la diapo, la cathédrale en rénovation. Fondée en 1870 par Léon Gambetta, par Jules Ferry, la République, troisième du nom, a été paradoxalement dominée par les monarchistes lors de sa première décennie d'existence. Ce n'est qu'à partir des années 1880 que les républicains arrivent aux affaires. Ils mettent alors en place une véritable République des libertés. Alors, pour citer deux libertés publiques qui correspondent à des valeurs essentielles aujourd'hui, la liberté de presse, la liberté de réunion sont alors élaborées au Parlement. Cette République des libertés a été menacée à plusieurs reprises à la fin du XIXe siècle. La première crise, c'est le boulangisme du nom du général Boulanger en poste à Clermont, lorsqu'il commence à organiser ses forces protestataires. Les boulangistes souhaitent balayer le coup de balai de la République parlementaire. Puis, cette République parlementaire est menacée par un autre scandale, l'affaire de Panama, du nom du canal transocéanique américain. Des députés, des sénateurs sont accusés d'avoir été corrompus pour faire avancer le projet de construction du canal. Mais c'est bien l'affaire Dreyfus qui est la principale crise de régime de notre pays à la fin du XIXe siècle. Elle révèle des structures profondes de l'antisémitisme français qui ne sont malheureusement pas encore éteintes aujourd'hui. Cette crise, l'affaire Dreyfus, provoque en 1899 un véritable problème car un nationaliste, Paul Déroulède, tente un coup d'État pour renverser la République. Alors, ce coup d'État provoque l'union des républicains, des modérés, des radicaux, des socialistes, autour du gouvernement présidé par Pierre Waldeck-Rousseau.
Les élections législatives suivantes, en 1902, portent encore sur la défense de cette République, mais plus spécifiquement sur la poursuite de l'œuvre de laïcisation qui a été engagée par Jules Ferry, par Léon Gambetta et poursuivie par Waldeck-Rousseau, notamment par la discussion puis le vote de la loi sur les associations, notre loi 1901 aujourd'hui, dont le titre 3, le moins connu, est relatif à un strict contrôle des congrégations religieuses. Ces élections sont une véritable victoire pour les gauches qui détiennent 330 sièges de députés sur 580, et ces gauches ont à leur tête, à partir de juin 1902, Émile Combes, dont le nom de famille, vous l'aurez compris, a donné le néologisme combisme. Alors, étudier le combisme, c'est tout d'abord travailler sur l'action politique d'un homme, Émile Combes, un Charentais, président du Conseil général de Charente-Maritime, ancien ministre de l'instruction publique et des cultes lors du premier gouvernement radical de la République à la fin du XIXe siècle. Travailler sur le combisme, c'est aussi travailler sur les soutiens de ce gouvernement. Deux exemples locaux. Le maire de Pont-du-Château, député de Clermont, radical socialiste, Léon Chambige, qui va soutenir au Parlement, dans les commissions parlementaires, l'œuvre du gouvernement. Et autre exemple plus connu, Alexandre Varenne, un ami de Jean Jaurès, le fondateur en 1904 d'un hebdomadaire à Clermont qui s'intitule L'Ami du peuple, en référence à la Révolution française, et bien sûr, après la Grande Guerre, le fondateur de La Montagne. Étudier le combisme, c'est aussi travailler sur des mots nouveaux du vocabulaire de la controverse démocratique. Le graphique suivant regroupe l'ensemble des occurrences des termes combisme et combiste de mon corpus documentaire. Un corpus documentaire constitué d'articles de presse, de tracts, de chansons, de rapports de police, de rapports de justice. On constate, comme vous pouvez le constater, donc une nette augmentation des occurrences des termes en 1904, année où le ministère est menacé par une grande crise dont je vous parlerai tout à l'heure, qui va provoquer sa chute. L'objectif de cette étude de lexique était de montrer si le combisme est simplement le reflet éphémère de la dispute, ou s'il n'est pas plutôt le reflet, je dirais, de recomposition de pratiques politiques. Car les combistes, à Paris tout comme en province, sont très vite accusés d'être très violents dans l'exécution de la politique anticléricale. Alors cette première caricature nous représente Combes en ogre, suppôt du diable, un suppôt du diable qui se presse de chasser les enfants des presbytères et des écoles congréganistes. Pour mesurer ces pratiques de pouvoir et leur singularité, 14 départements métropolitains ont été sélectionnés. Comme vous pouvez le voir, la moitié d'entre eux se situent dans le Massif central. Les 4 départements de notre région ont été sélectionnés, non pas par commodité, mais parce que notre région révèle à cette époque-là une réelle diversité de cultures politiques. Alors pour prendre quelques exemples, les cultures et pratiques politiques du bassin minier de l'Allier ou du bassin minier d'Issoire, récemment mise en valeur par l'exposition sur le syndicalisme dans le Puy-de-Dôme, ces pratiques sont bien différentes de celles des terres de la Limagne, à quelques encablures de notre ville, mais également et surtout bien différentes des pratiques politiques des bastions conservateurs de l'évêché de Saint-Flour, par exemple. Alors grâce à l'analyse comparée de différents rapports de réunions électorales, de différentes mobilisations à la ville, dans les bourgs, dans les villages, j'ai essayé finalement de créer une approche territoriale de mon sujet, qui ne se limite pas à une histoire des idées politiques. Donc ces recherches se sont organisées autour de 3 questions. La première est la suivante: le combisme désigne-t-il une politique de rupture d'un homme providentiel?
Si Émile Combes est à la tête du gouvernement à partir de juin 1902, ce dernier ne prend pas le pouvoir par la force. Et il entretient d'étroites relations avec le Rassemblement des gauches au Parlement, ce qu'on nomme alors le bloc des gauches. Alors cette caricature d'opposants, bien sûr, nous représente le bloc en Marianne en retour d'âge. On voit Émile Combes, fidèle de cette Marianne anticléricale, mais qui est très fatigué. Les combistes mènent dans le gouvernement, au Parlement, essentiellement une politique d'anticléricalisme ferme, comme l'illustre le bilan comptable des fermetures d'établissements détenus par les congrégations religieuses, près de 15 000 écoles ou hôpitaux fermés en 2 ans et demi dans notre pays. Alors, la priorité accordée à l'exécution, à la poursuite de la laïcisation de notre pays, a servi en quelque sorte de justificatif pour reporter la discussion d'autres réformes qui sont aussi attendues par les militants et les citoyens. 2 exemples, l'impôt sur le revenu ou les retraites ouvrières et paysannes, qui sont en quelque sorte ajournées à ce moment-là, ce qui provoque de plus en plus la colère des socialistes et des syndicalistes. Deuxième grande question au cœur de ma thèse, existe-t-il une France combiste? Grâce à l'action de Jean Jaurès, dont nous fêtons le centenaire, commémorons le centenaire de l'assassinat cette année, grâce à Jaurès, député de Carmaux, le temps du combisme est le temps de la plus grande fidélité des gauches parlementaires sous la Troisième République. Cette fidélité permet, je dirais, une stabilité ministérielle et permet au gouvernement de mener à bien son programme. Mais la France du combisme ne se réduit pas à la France des hémicycles. Il existe en France à cette époque-là ce qu'on appelle alors un véritable parti républicain qui réunit plusieurs forces militantes. Alors, comment on exprime, il y a 100 ans, une adhésion à un gouvernement? On envoie surtout des adresses de félicitations. Alors, vous avez ici une adresse de félicitations du conseil municipal de Thiers, que j'ai trouvée aux archives départementales du Puy-de-Dôme, de 1903. Qu'est-ce qu'une adresse de félicitations? C'est tout simplement une motion qui est votée par une assemblée élective ou une assemblée militante après un banquet républicain, par exemple. Alors, l'importance de ce type de source, de ce type d'archives pour nous historiens, c'est que dans ces documents sont qualifiées l'adhésion. Certaines, alors les adresses de félicitations se comptent par milliers dans ces années-là, certaines vont saluer l'énergie du président du Conseil, d'autres vont saluer son intransigeance, vous voyez. Donc il y a en quelque sorte une diversité d'adhésions qui est très intéressante à travailler. Certaines assemblées électives de notre département sont très fidèles au gouvernement. Un exemple, le Conseil général du Puy-de-Dôme envoie tous les semestres, pendant 2 ans et demi, une adresse de félicitations au gouvernement qui est votée par 28 voix contre 3. Donc il y a une relative adhésion du Conseil général du département. Alors, cette union des républicains dans le parti républicain permet également d'organiser la venue des membres du gouvernement dans les départements. Avant Clermont, en octobre 1903, ce fut le cas de la ville de Tréguier, dans les Côtes-d'Armor, où les républicains se sont rassemblés pour inaugurer un groupe à l'effigie d'Ernest Renan, un autre fondateur de cette Troisième République. Alors bien sûr, au niveau des stratégies politiques, l'union des gauches incite les droites, qui sont très diverses, à s'organiser, à s'unir. Alors pour revenir sur le voyage clermontois du gouvernement, merci beaucoup. Pour revenir sur le voyage clermontois du gouvernement en octobre 1903,
les militants du principal parti conservateur de Clermont, mais aussi du Puy-de-Dôme et de la France, l'Action libérale populaire, achètent des sifflets pour perturber les 3 cérémonies officielles prévues. L'inauguration de la bibliothèque de notre ville, l'actuelle bibliothèque Lafayette, à qui il manque quelques étages, c'est normal. L'inauguration en 1903 du musée Bargouin, qui est très important, d'autant plus que Combes est un féru d'archéologie, et bien sûr l'inauguration, je vous en ai parlé tout à l'heure, du monument de Vercingétorix. Lors de la visite express de l'Hôtel-Dieu, des militants, plusieurs dizaines de militants, perturbent la visite du ministre en criant « À bas Combes, vive la liberté ». Le dimanche après-midi, après les cérémonies d'inauguration, est organisé au Gravenche un grand banquet républicain qui réunit plus de 4500 convives. Alors les droites locales se moquent de l'organisation des festivités, du vin aurait manqué, ce que conteste le principal journal ministériel de Clermont, le Moniteur du Puy-de-Dôme. De la nourriture aurait également manqué, ce que reconnaissent les organisateurs. En fait, le problème, c'est que le marchand qui a assuré l'organisation de ce banquet avait prévu 3000 personnes et il y a eu 4500 personnes. Une chanson d'opposition est même créée pour se souvenir de ce grand dimanche de carême républicain, dit-on chez les conservateurs. Alors voici le dernier couplet de cette chanson qui s'intitule « Le grand banquet démocrasseux ». C'est une chanson d'opposition. Alors je vous prie d'excuser la piètre qualité de ma voix, mais je n'ai pas fait mes vocalises. J'ai pas dîné, mais ça ne fait rien, c'est pour la République. Quand on est démocrate, faut bien se distinguer de la clique. Tout le jour j'ai crié, à bas les curés, et vive Monsieur Chambige. Mais c'est bien fini, je veux être circoncis si jamais on m'y repige. Donc vous voyez, une chanson virulente et une chanson qui utilise des mots très compréhensifs pour beaucoup de monde, ce qui montre la volonté d'une large diffusion de cette chanson anticléricale. Troisième question, centrale pour la suite, le contrôle politique, la sélection des fonctionnaires, les vexations en quelque sorte, sont-ils une invention du combisme ? Alors si l'on constate au début du XXe siècle une plus grande surveillance du clergé, notamment le clergé catholique engagé en politique, et si l'on constate une plus grande sélection des fonctionnaires, mais attention, il n'existe pas à cette époque-là de concours pour l'entrée dans des corps de la fonction publique. Ces pratiques ne datent pas du début du XXe siècle. Il suffit de penser à la France de Napoléon Ier ou la France même de Léon Gambetta. Une affaire de surveillance provoque toutefois la chute du gouvernement. L'affaire des fiches se transforme en véritable campagne à l'encontre de combistes et de francs-maçons qui souhaitaient défendre la République en renseignant l'administration sur le loyalisme républicain des officiers de l'armée. Alors cette caricature nous représente la franc-maçonnerie en pieuvre, c'est une représentation classique dans la littérature occidentale, une franc-maçonnerie qui contrôlerait tous les grands corps de l'État. Vous pouvez voir à droite un procureur de la République qui est à côté d'un officier. Alors l'action du petit père Combes et celle de ses partisans doivent, à mon sens, être reconsidérées. Ces derniers ayant été l'objet de plusieurs campagnes d'exclusion après la démission du gouvernement. Je pense par exemple à Charles Maurras qui, dans les années 30, condamne virulemment Émile Combes pour rejeter finalement cette république de la laïcisation. Nous l'avons vu, le combisme ne désigne pas la politique de rupture d'un homme providentiel, parce que cette politique s'inscrit dans le sillage de celle tracée par ses prédécesseurs, Ferry Gambetta, et parce que cette politique a été élaborée non pas par un homme seul, mais par les gauches parlementaires. Si la République militante des années 1900 est finalement éphémère, car quand Clémenceau arrive, de grandes grèves ouvrières et de fonctionnaires vont en quelque sorte recomposer les termes du débat politique. Et si le contrôle politique des fonctionnaires et des administrés n'est pas une invention du combisme, alors
vous seriez tenté de me poser la question, pourquoi consacrer une thèse à cette question? Ni nouvelle idéologie, ni nouvelle doctrine politique, le combisme est pourtant le révélateur de 4 principales dynamiques structurantes pour la suite de l'histoire de notre pays, mais également pour la suite de l'histoire des gauches européennes. En cela, le combisme peut même être considéré en 2014 comme un écran pour réfléchir de nos jours, je dirais, à des sujets fondamentaux qui se posent encore une fois aujourd'hui, notamment les questions de laïcité. La première dynamique, c'est ce que je nomme dans ma thèse une normalisation de la violence civile. Même si les années Combes sont caractérisées par de fortes oppositions, il suffit de penser à l'expulsion au boulevard Lafayette, à quelques centaines de mètres d'ici, des Capucins, en 1904, qui provoque sur le boulevard une bataille de rue avec les hommes qui se battent à coups de canne. Donc si cette tension est réelle, les années Combes ne sont pas celles de nouveaux assassinats politiques ou de nouveaux exils politiques, à l'exception notable de congrégations religieuses, mais qui ne sont pas forcées à partir de notre pays. En quelque sorte, la violence, au terme de l'affaire Dreyfus, semble se cristalliser en violence plus symbolique, celle de l'écrit, celle de l'image, avant que la Grande Guerre, bien sûr, et malheureusement, ne provoque une nouvelle brutalisation des sociétés, le prélude à notre nuit de l'humanité. La deuxième logique est l'existence, il y a plus de 100 ans, d'une véritable France militante. La carte regroupe les adresses de félicitations envoyées au gouvernement. Vous pouvez constater que notre département figure parmi les premières zones émettrices. Alors ce militantisme actif passe par l'organisation des forces politiques, c'est le temps de la création des partis politiques modernes, le Parti radical en 1901, le Parti socialiste, la SFIO en 1905. Ce militantisme actif passe également par le soutien accordé à de grandes politiques publiques structurantes pour les territoires des villes et des villages, la construction de fontaines, la construction, je dirais, d'écoles publiques. Et ce militantisme actif passe enfin par le soutien accordé à des œuvres péri- et post-scolaires, les orphéons, les fanfares, les sociétés de tir, les sociétés de gymnastique, les ancêtres de nos associations musicales et sportives d'aujourd'hui. La troisième dynamique est bien sûr que le combisme correspond au temps de la séparation des églises et de l'État. Autant, au risque de schématiser un peu, il ne pouvait pas y avoir de séparation en 1905 sans l'existence préalable du combisme qui a suscité une profonde recomposition des rapports diplomatiques entre Rome et Paris, mais également de nouvelles réflexions chez les catholiques en vue de l'organisation de l'enseignement diocésain. En fait, ce sont les premiers bribes de réflexion pour l'organisation de l'enseignement privé actuel qui se passe à ce moment-là. En outre, l'expérience combiste fut, je dirais, un motif de rassemblement dans d'autres pays. Je pense en Espagne à Nicolas Salmerón ou Alexandre Leroux, et je pense à cette Marianne portugaise, car les républicains portugais, en 1911, lorsqu'ils séparent l'Église de l'État, font référence à Combes et au combisme. La dernière dynamique, et j'en terminerai par là, est bien sûr le corollaire de la précédente. Les années Combes sont les années d'adolescence de notre laïcité. Alors, ces années d'adolescence correspondent à la création des premières écoles d'infirmières laïques. C'est une circulaire Combes, correspondent aussi, ça c'est très important, à la laïcisation des pompes funèbres et correspondent également à la création de plusieurs centaines d'écoles publiques de filles. Finalement, si le combisme fut un temps de forte tension sociale et politique, il fut peut-être, avant tout, un moment fondateur pour notre République d'aujourd'hui. Je vous remercie. Les questions? Oui. Alors, est-ce que selon vous, le combisme peut servir de modèle pour des pays qui, en termes de laïcité, ne sont pas aussi avancés que le nôtre? Alors effectivement, merci pour cette question, car effectivement, j'ai essayé de relever les caractères, je dirais, de ces pratiques de pouvoir,
Et on remarque que des gauches, je pense par exemple aux Mexicains, un peu plus tard, ou même dans des pays qui sont concernés encore par des problèmes, je dirais, de collusion entre le champ religieux et le champ politique, on voit bien que des caractéristiques, on réfléchit à une organisation des forces, on réfléchit au rapport que peut avoir le militantisme avec une œuvre politique. Et effectivement, je pense que ce modèle, s'il est diffusé de manière internationale, pourra servir d'écran, non pas pour donner, je dirais, une clé, une solution, mais pour voir comment on a fait ailleurs dans notre pays. Donc effectivement, je pense que ce modèle peut servir indirectement, je dirais, à une réflexion sur les nouvelles laïcisations d'aujourd'hui. Vous avez effectivement montré au travers de votre déroulé d'exposé le fort ancrage du combisme dans la région. Quelles en sont les explications et pourquoi la région était un terreau plus fertile à ce mouvement pro-laïcité que sur d'autres territoires nationaux? D'accord. Je vous remercie pour votre question. Tout simplement parce que notre région, en particulier le Puy-de-Dôme et l'Allier, sont des terres de la République de manière très ancienne. Depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis le temps de la Révolution française, on constate dans notre région une force, je dirais, des partis, des groupes de gauche, une précoce implantation également de la franc-maçonnerie, qui va jouer de relais aussi à l'organisation, je dirais, de cette République. Donc en cela, effectivement, l'Auvergne, comme un autre espace sur lequel j'ai travaillé, ce qu'on appelle à l'époque le Midi rouge, entre guillemets, le Gard, l'Hérault, sont des avant-gardes pour ces questions de laïcisation et d'enracinement de la République. C'est pour ça aussi qu'Émile Combes rend hommage aux Clermontois dans son discours en 1903 et souligne la précocité de l'engagement des Puy-de-Dômois dans cette affaire. Oui, monsieur, on remonte la chaîne causale. On voit bien que le combisme, en effet, trouve ici un terrain favorable. Mais ce terrain favorable, il est né d'où? Le terrain favorable... de l'Auvergne, du Puy-de-Dôme, le Midi rouge, comme vous dites, historiquement. Alors, il est venu tout d'abord du fait que certains hommes politiques qui ont eu une envergure nationale, je pense à Couthon par exemple sous la Révolution, alors bien sûr le destin un peu plus perturbé, mais réfléchissons en 1791 par exemple, des phares en quelque sorte qui ont servi d'identification aux forces militantes clermontoises, et tout simplement également à cause de la structure démographique et professionnelle de notre région. C'est parce qu'il y a plusieurs bassins d'emploi industriels très précoces par rapport à d'autres régions, notamment la Charente-Maritime. C'est parce que le mouvement syndical s'organise très précocement, bien avant la naissance de la CGT en 1895, qu'il y a aussi ce terreau favorable. Et c'est aussi, troisième chose, monsieur, peut-être parce qu'aussi il y a une grande diversité au sein des espaces. Il y a des pôles, si vous voulez, où, comment dirais-je, l'enseignement congréganiste, par exemple, est fortement implanté. Je pense à Murat, je pense à Saint-Flour. Alors, loin de moi l'idée de condamner cet enseignement qui a aussi une fonction sociale, mais je dirais aussi, au sein des rapports entre les territoires, il y a eu des concurrences qui ont favorisé, je dirais, la cristallisation de l'identification militante sur ces thèmes-là. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Poursuivez-vous vos recherches dans ce domaine actuellement? Alors, merci. Je travaille effectivement toujours sur les questions de la laïcité en deux points. Le premier, j'élargis à la Méditerranée, notamment au Maghreb sous domination française, les questions de laïcité, car à cette époque-là, les anticléricaux s'occupent surtout de la métropole et laissent les congréganistes, en quelque sorte, en Algérie et en Tunisie. Alors qu'en Algérie et en Tunisie, il y a dès cette époque-là, je dirais, des noyaux de militantisme. La question laïque, je la traite également dans plusieurs projets d'expertise liés à des organismes ministériels ou
de collectivités territoriales, notamment qui ont trait aux dérives sectaires. Donc, si vous voulez, je valorise aussi mes travaux en travaillant sur des dossiers sur ces questions-là. Mais je diversifie aussi mon approche en revenant à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un autre sujet. Je travaille aujourd'hui sur un projet qui réunit l'archidiocèse de Clermont, l'Église réformée, l'association culturelle israélite et l'université Blaise Pascal autour d'une étude des Justes en Auvergne, les personnes qui ont sauvé les Juifs de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, je suis aussi en train de travailler sur ce grand projet de recherche. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour réaliser une thèse sur une thématique comme la vôtre? Et auquel cas, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Merci, madame. Alors, la principale difficulté de notre discipline par rapport à d'autres disciplines réside simplement dans le fait qu'il faut constituer un corpus de documents le plus large et le plus honnête possible. Vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas pris la Côte d'Or, pourquoi vous n'avez pas pris l'Ille-et-Vilaine au lieu du Finistère. Donc ça, c'est une difficulté. Et c'est le rôle aussi du directeur de thèse. Mathias Bernard m'a dit, vous allez peut-être travailler sur deux espaces de la Bretagne différents. Vous voyez ? Donc la première difficulté, c'est constituer son corpus, à partir duquel nous produisons une synthèse. La deuxième difficulté, c'est bien sûr la question de la rareté des sources. Certaines archives disparaissent, alors de manière volontaire ou non, au passage. Je pense par exemple au Puy et à ce qui est arrivé aux archives départementales du Puy pendant la Seconde Guerre mondiale. Toute une partie des documents ont été perdus. Donc voilà, vous avez aussi à compléter la rareté, la difficulté d'avoir un corpus de sources le plus précis possible sur certains sujets. Voilà. Mais l'histoire, c'est en cela, l'histoire contemporaine, surtout que c'est passionnant, ce sont aussi des rencontres. Alors pour le combisme, il n'y a plus d'acteurs en vie, mais il y a encore des militants, jaurésiens par exemple, qui travaillent sur la mémoire de ces personnages publics. Et ma thèse a correspondu aussi à plusieurs dizaines d'interviews, d'échanges avec soit des acteurs du syndicalisme, soit des acteurs du politique, ou simplement des citoyens avec lesquels j'ai pu échanger. Voilà. Sur la validité aussi du modèle. Merci. Merci beaucoup.